Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une série Disney, Le Monde de Riley. Allons-y! Alors, pourquoi je vais vous parler du Monde de Riley? C'est parce qu'en ce moment, je suis en plein dans un marathon, Le Monde de Riley. Et je voulais vous raconter d'abord comment est-ce que tout ça a commencé. Alors d'abord, Le Monde de Riley, ça a commencé en 2014, quelque chose comme ça. C'est une période où j'étais tout le temps au Japon et du coup, je regardais pas trop Disney Channel. J'étais plus occupée à regarder des animés, des films japonais et tout. Du coup, j'ai loupé toute une grosse vague de séries Disney Channel, alors que depuis Hannah Montana, en fait, je suis tout ce qui sort. Donc pendant toute cette période, il s'est passé une inversion, c'est-à-dire que ma nièce Jastar voyait plus de séries Disney Channel que moi, alors qu'auparavant c'était plutôt l'inverse quoi. Je disais ah Violetta, Hannah Montana et tout ça, et elle connaissait pas. Et donc quand je suis revenue en France là en 2016, ma nièce Jastar a fait ah Le Monde de Riley, voilà machin, ça me rappelle dans Le Monde de Riley. Moi je connais pas trop, j'ai pas trop regardé. Et un soir, donc il y a quelques jours, sur Disney Channel, je sais pas pourquoi, là j'ai rallumé et puis je me dis bon je vais mettre un petit peu pour voir, et Disney Channel faisait une totale, je sais pas, une intégrale, il y avait plein d'épisodes à la suite de la série Le Monde de Riley, mais saison 3, des épisodes récents où elle est déjà lycéenne. Et mon chéri arrive, il me dit oh qu'est-ce que tu regardes et tout, oh je veux bien regarder avec toi, qu'est-ce que c'est? Et moi je lui dis j'en sais rien parce que j'ai pas suivi, mais un petit peu pour attirer son attention, je lui dis j'ai l'impression c'est un peu comme Dawson. Parce que mon chéri est super fan de Dawson. Et pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce que j'ai vu des scènes comme ça où tu vois un garçon passer par la fenêtre et rentrer dans la chambre de Riley. On dirait un truc un petit peu pareil. Donc on regarde un, deux épisodes, oh c'est sympa et tout. Mais là, on n'en reste pas là. Parce que mon chéri, c'est THE savoir encyclopédique. Alors rien de mieux que le faire apparaître pour vous en parler. Eh oui, alors, du coup, comment est-ce que tu as découvert? Qu'est-ce que tu as découvert? Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en regardant Le Monde de Riley, j'ai découvert qu'il y avait une série précédente, c'est-à-dire c'est la suite d'une série des années 90, la suite de Incorrigible Cory. Si on précise les vrais titres américains, Le Monde de Riley, chaque fois ces traductions de titres, je trouve que c'est pas du tout cohérent, mais bon, bref. Le Monde de Riley, en fait, c'est Girl Meets World. C'est-à-dire Une fille rencontre le monde, qui est la suite de la série Incorrigible Cory, qui dans son titre originel est Boy Meets World. C'est hyper cohérent quoi, c'est le garçon rencontre le monde. Et donc le héros de cette série Boy Meets World, eh bien, c'est le père de Riley, c'est le fameux Cory, et c'est le même acteur. Et durant toute la série Le Monde de Riley, on revoit des acteurs de la série des années 90, c'est-à-dire plus de 20 ans après. Il y a une continuité, un fil conducteur qui est fait, et la série Incorrigible Cory se terminait à un moment où les jeunes héros devenaient adultes, et là il y a eu un trou pendant 10 ans, et là Le Monde de Riley prend la suite, et le héros il est père d'une petite qui a 12 ans, il y a une continuité incroyable dans les histoires. Nous on regardait ce type de série quand on était ados, et là maintenant ils sont plus ados, ils sont adultes. Si on resitue, au début quand on a regardé Le Monde de Riley, on s'est dit de quoi ça parle, et puis j'ai pas trop su te dire sur le moment aussi, il y avait un prof, le prof c'était le père de Riley, et tout de suite la question mais il est prof de quoi? J'en sais rien, et sur le moment j'ai dit un prof de philo je pense, parce qu'on dirait qu'il donne des cours de philosophie et que ça tourne autour de la vie, et puis voilà. Mais en fait, il est prof d'histoire. Prof d'histoire et mais il enseigne d'autres choses aussi de temps en temps. C'est pas tellement d'histoire, ou alors l'histoire de la vie. Finalement, c'est le même concept que dans Incorrigible Cory. Oui, parce que Cory, il était dans une classe où il y a un monsieur Fini qui lui enseignait la vie. Mais officiellement, c'était un prof de quoi? C'est pareil, ils ont jamais trop su les personnages, ils le évoquent d'ailleurs dans un des épisodes du Monde de Riley. Il nous enseignait l'histoire, la géographie, oui, je crois qu'il est les prof de maths. géographie. Oui, normalement il est prof de géographie. Alors du coup, on est en train de se faire un marathon pour tout rattraper, pour rattraper à la fois Le Monde de Riley et aussi Incorrigible Cory, parce que c'est super intéressant de voir que ça se répond en fait. Il y a même parfois dans Le Monde de Riley des incrustations en fait de scènes de Incorrigible Cory, tournées 20-25 ans auparavant. Il y a des personnages de la première série qu'on retrouve et des situations de la première série qui sont revisitées dans cette nouvelle série, dont évidemment le point de vue est différent puisque c'était le point de vue d'un garçon à l'époque, et là c'est le point de vue d'une fille et de sa meilleure amie.
Et du coup, ça explique pourquoi est-ce que dans le monde de Riley, des fois, il y a des apparitions de personnages et puis on entend Peluche faire ouh. Et oui, c'est les personnages de la série originale qui reviennent et qui font une apparition en guest. C'est incroyable ça quand même. Ouais, là on sent bien la ferveur du public au moment où ces personnages apparaissent, c'est assez incroyable comme tu dis. Du coup, comme on découvre tout en même temps et on essaie de le faire en parallèle, et justement on découvre tous les personnages de Incorrigible Cory, quand on les voit apparaître dans le monde de Riley, nous aussi on est là. Moi ce qui m'impressionne, c'est finalement les héros de la première série, ils avaient 12-13 ans, maintenant c'est des adultes qui ont 35, 36 ans, 37 ans. C'est fou de voir cette continuité, les personnages sont intimement liés même aux acteurs, c'est vraiment hallucinant je trouve ce type de saga au long cours. Alors on vous parle beaucoup de justement le fait que ce soit au long cours, mais avant d'être marqué par ça, on a été frappé par autre chose, la qualité de l'écriture, ce scénario. En fait, quand on a regardé vraiment sérieusement à partir du début, c'est-à-dire pas n'importe comment, mais vraiment à se dire allez, on va essayer de comprendre quelle est l'histoire, tout de suite la réaction de mon chéri c'est là qu'on voit la puissance de l'enseignement. Sachant qu'il est enseignant. Hein. Oui, parce que c'est vrai que la série donne un beau rôle à Cory en tant que prof. Il enseigne vraiment le sens de la vie à ses élèves. C'est le fil conducteur de pas mal d'épisodes. Ce prof, il est là, et finalement, plutôt que de disserter seulement de l'histoire, il disserte de ce que les personnages vivent au quotidien pour les changer en mieux. Une des problématiques phares du monde de Riley, c'est comment on change et comment notre environnement nous change. Et ce personnage de Cory qui a été fortement influencé par son propre professeur, Monsieur Finney, eh bien, il cherche à faire la même chose et à être un bon prof avec ses élèves. Je trouve ça vraiment touchant. Et justement, quand je parlais de cette superbe qualité d'écriture, c'est ça en fait, c'est que au départ, on voit une salle de classe et on voit un cours, bon, d'histoire ou de peu importe quoi, mais c'est un cours. Et en fait, ce cours va porter sur un fait historique, mais en fait qui va faire écho à ce que vivent Riley et Maya, donc les deux héroïnes. Et donc l'intrigue va s'entremêler entre Riley, Maya et éventuellement ses camarades. L'histoire qui est enseignée en cours, mais aussi la famille de Riley. Et en fait, tout ça est mené de front. Il y a une triple lecture dans un seul épisode. Ouais, et puis chacune des répliques, elle est sacrément ciselée. Disons qu'il y a de l'amour, on sent l'amour des scénaristes pour leurs personnages. Je suis impressionné, chaque réplique, chaque référence est mûrement réfléchie. Toutes les scènes s'emboîtent les unes dans les autres, et pas forcément seulement au sein d'un épisode, mais au sein d'une saison, au sein de plusieurs saisons, au sein de l'écosystème, au sein de l'environnement des histoires de Boy Meets World et de Girl Meets World. C'est vraiment un super cocktail. Alors quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, et c'est toi qui me l'as appris, c'est que au début de la saison 1 du monde de Riley, le personnage de Riley, l'actrice de Riley a 12 ans. Elle a vraiment l'âge de son propre personnage. Et donc on va la voir évoluer et découvrir le monde à partir de l'âge de 12 ans. Ça c'est assez incroyable, et en fait, quand mon chéri m'a dit ça, je me dis oh non, c'est l'âge de Jetstar, c'est l'âge de Maxcraft, c'est potentiellement quand on regarde évoluer Riley, moi je vois évoluer Jetstar, je me dis non, pas déjà un bisou, pas déjà un copain, pas déjà tout ça. Et en fait je me dis mais attends, quand j'avais 12 ans j'étais déjà... Non mais enfin oui, j'étais dans ces problématiques là et puis je découvrais le monde. Clairement, à 12 ans c'est déjà bien avancé pour une fille en tout cas. Oui, parce que dans Boy Meets World, c'est beaucoup plus rigolo parce que le garçon, lui, est moins avancé. À un moment donné, il y a Topanga, la fille avec qui il a grandi, qui le coince contre un casier et qui lui fait un bisou. Et lui, il est tout chamboulé. Alors c'est vraiment la chose à laquelle il ne s'attendait pas. C'est marrant de voir ce décalage, un garçon-fille. La première saison du monde de Riley est super mignonne, justement parce qu'elle reste un petit peu dans l'innocence des 12 ans, c'est-à-dire qu'elle va découvrir le monde, mais elle est encore innocente. Par exemple, bon, on se doute bien quand même que tout tourne autour de « Oh, elle est amoureuse !» L'histoire est beaucoup centrée sur une éventuelle romance entre Riley et Lucas, mais en fait, pas que.
Et pas essentiellement parce que justement Lucas il dit on est jeune, c'est quand même beaucoup plus amusant qu'on soit amis. Et finalement c'est surtout une grande histoire d'amitié. Des amis qui vont découvrir la vie, qui vont évoluer ensemble. C'est une belle manière de voir l'adolescence en fait, que à travers l'amitié, on découvre le monde, les sentiments, les émotions, voire des réflexions philosophiques aussi. Moi je trouve ça chouette, effectivement. Et alors Morgane, tu n'as plus 12 ans, pourquoi est-ce que ça t'intéresse toi? Alors la raison numéro 1, c'est que je trouve que c'est vraiment enjoué, enthousiaste, bien écrit. C'est vraiment un moment à la fois divertissant et puis ça fait réfléchir aussi sur comment on peut accompagner des jeunes dans leur évolution. Alors moi c'est la raison numéro 1. Raison numéro 2, c'est très bien joué. Vraiment tous les comédiens sont à fond dans leur personnage. Ceux qui reviennent de Incorrigible Cory, c'est juste la folie parce que y a toute l'évolution des personnages, il y a tout le passé. On sent que les gens sont heureux d'être là. C'est vraiment chouette. Et puis la troisième raison, j'aime bien l'ambiance musicale, le générique de début, il est vachement chouette, chanté par Sabrina Carpenter qui interprète le rôle de Maya. Et ça concourt vraiment à l'ambiance de la série, cette petite rythmique. Je vous encourage à l'écouter. Je suis d'accord avec toi sur les acteurs qui jouent vraiment bien leur rôle. Je suis vraiment étonnée parce que, par exemple, si on regarde les séries plutôt argentines, on va pas vraiment mettre l'accent sur la qualité de l'acting. Ça va être un petit peu très rapidement fait, mais bon, il y a aussi beaucoup plus de débit, il y a beaucoup plus d'épisodes tournés et tout ça. Mais là, quand on découvre que le personnage de Riley a vraiment 12 ans et qu'elle joue si bien, elle a une petite bouille, elle est trop mignonne et puis elle a vraiment beaucoup de répliques pourtant, hein, et ben je trouve ça vraiment super surprenant, c'est frais, on y croit vraiment quoi, on est emporté dans son monde. Et puis moi celui qui m'impressionne, c'est le petit qui joue Augie, le petit frère de Riley. Me dis pas qu'il a réellement 5 ans. Eh bien, il est plus jeune que Gundam Matisse. D'accord. Il est né en août 2007. Donc en fait, au début de la série, au moment du début du tournage, il n'a pas 5 ans, il a 6 ans. 6 ans! Il a 6 ans au début du tournage. Là maintenant, dans les épisodes qui sont diffusés, tournés en 2016, il a 9 ans. Il y a toujours eu des petits génies comme ça dans les séries Disney. Mais c'est vrai que normalement, les plus jeunes, ils sont cantonnés à des rôles genre je fais que toucher ma peluche, je suis mignonne et tout ça et tout ça. Et après, c'est les autres acteurs qui font des trucs autour du petit enfant. Mais là, lui, Augie, c'est vrai qu'il a des choses à dire, il a des choses à faire. Voilà, Auguste Maturo, l'acteur, donc à 9 ans, c'est hallucinant effectivement parce qu'il a pas mal de lignes. Il a des scènes qui nécessitent quand même un petit peu d'acting un peu compliqué et il le fait de manière vraiment remarquable. On va dire, il représente rien qu'à lui-même le talent des acteurs qui jouent dans cette série. Est-ce que tu te vois dans Cory? Parce que c'est un enseignant, il a environ la trentaine. Si ça se trouve, il a carrément ton âge. Ouais, 3 mois après. Oh, ah mais dis donc, waouh! Bon alors, vous savez que l'acteur de Cory a exactement le même âge que mon chéri. Ouais. Non mais forcément, hein, ça fait un mécanisme de transposition pour s'identifier effectivement au personnage. Toi tu t'identifies. S'identifie forcément au personnage de Cory, qui est toujours extrêmement positif, qui cherche à dénouer les conflits qu'il peut avoir dans les relations autour de lui. Il se soucie beaucoup de sa fille, beaucoup de son entourage, beaucoup de son épouse. Et je trouve que c'est vraiment un personnage positif qui a une vision justement positive de la vie et ça fait du bien dans un univers parfois un peu difficile. Et lui, il est vraiment top. Il cherche à apporter le meilleur à ses élèves, à les inciter à réfléchir. Il cherche à les accompagner dans le fait de grandir, de mûrir. Pour moi, oui, ce type de personnage de fiction, c'est aussi des sources d'inspiration. Ça prouve aussi qu'un bon prof, c'est pas forcément le prof purement magistral, carré, qui va faire son cours en écrivant sur le tableau et en regardant à peine ses élèves. Moi, j'assume totalement le fait, par exemple, de faire des vidéos YouTube et en même temps d'enseigner à mes étudiants
des matières beaucoup plus strictes, beaucoup moins drôles sur le papier. Je pense que dans le métier d'enseignant, il y a une composante fondamentale, c'est la composante théâtrale. Il faut habiter le rôle, il faut habiter la scène, il faut habiter le moment où on est face aux étudiants. La salle de classe, c'est vraiment une rencontre entre des élèves et un enseignant. L'enseignant est là pour les guider et je trouve que c'est quelque chose qui transparaît vraiment dans le monde de Riley et c'est pour moi une source d'inspiration. Tu t'attendais pas à ça? Non. Non, je m'attendais à ce que tu me parles de transmettre des valeurs, de prendre des exemples concrets pour que des élèves puissent réfléchir. Mais bon, après, c'est vrai que toi, t'enseignes des matières dures. Tu n'enseignes pas quelque chose comme de l'histoire, de la philo, de la géographie ou quelque chose de un peu indéfini. Moi, c'est différent parce que je suis pas enseignante. Alors du coup, j'aime bien en fait me placer toujours du côté des personnages, des héroïnes en l'occurrence. Je me dis, à cet âge-là, est-ce que j'étais comme ça? En fait, je crois que j'étais un petit peu des deux. J'étais super sérieuse et super studieuse, j'écoutais toujours ce qu'on me disait et je découvrais la vie comme ça, à croquer à pleines dents. Mais à la fois, j'avais un gros côté rebelle, j'avais un besoin de liberté, j'avais besoin d'indépendance, j'avais besoin de m'affirmer. Et du coup, c'est marrant quoi, Riley et Maya en fait, c'est un peu deux faces qui se rejoignent. Et puis moi, j'étais un petit peu les deux en même temps. C'est rigolo. C'est marrant, ouais. Moi, je t'imagine bien dans le côté très sérieux, en tout cas. Oui, ça, il n'y a pas de doute, je crois qu'il n'y a pas de doute. Maintenant que j'ai grandi, objectivement, si je me regarde de loin et que je prends les personnages de la série, je dirais plutôt Topanga. Presque, mais pas pour le côté mère de famille, hein, parce que moi je ne suis pas mère de famille, mais plutôt pour le côté elle va militer pour ce en quoi elle croit. Donc quand elle rattrape à bout de bras la pâtisserie, en investissant dedans, vraiment en se disant voilà je vais défendre cette cause, je trouve que ouais, je me retrouve plutôt là-dedans. Mais c'est pas tout, il n'y a pas que ça comme personnage. Farkle Farkle Oui En fait, c'est vrai que je t'ai tout de suite parlé de Cory en tant qu'enseignant et tout ça, mais maintenant que tu me parles de théâtralité, je dirais plutôt que... Tu m'imagines à la place? Je dirais que Farkle et toi, vous avez bien des points communs. Peut-être maintenant, mais quand j'étais petit, j'étais beaucoup plus réservé en classe. Ah bon, après, t'étais pas déjà en col roulé par exemple? Le personnage de Farkle, effectivement, lui, il est aussi tout dans la théâtralité, il est là pour étudier, il veut apprendre des nouvelles choses, il est vraiment à fond et en même temps, c'est un personnage dont on voit bien en fait qu'il a un grand cœur. Moi, j'aime bien aussi ce personnage-là. Lucas représente un petit peu le beau gosse, son charisme fait que toutes les filles sont impressionnées par lui, c'est un petit peu plus difficile de s'identifier à ce personnage-là, alors que Farkle qui est à fond, qui veut étudier, apprendre, et qui est aussi un peu excessif, moi je trouve ça très rigolo. Bon alors, en tout cas, dans notre marathon, on est rendu où Morgane? On est rendu à l'épisode 6 de la saison 2. Pour le monde de Riley, et on continue aussi Incorrigible Cory. Alors juste des points de repère. Le monde de Riley, c'est combien d'épisodes, combien de saisons? Le monde de Riley, c'est 66 épisodes pour l'instant sur 3 saisons, mais la 3e saison est encore en cours de diffusion. Incorrigible Cory, c'était combien d'épisodes? Incorrigible Cory, c'est 158 épisodes répartis sur 7 saisons. Ah! Ça veut dire 7 années. On imagine bien que partant du collège jusqu'aux études supérieures, on a pu suivre l'évolution des personnages. Jusqu'aux études supérieures, ça a réussi à garder son succès même aux études supérieures. Oui. Parce que je disais que Morgane est super fan de Dawson, mais il aimait bien en fait toutes ces séries un peu gentilles où on voit évoluer des adolescents et tout ça et tout ça. Et lui en fait aurait plutôt pensé à Gilmore Girl après avoir vu quelques épisodes. Mais Gilmore Girl, ça a eu du mal en fait. À partir du moment où Rory passait à l'âge plus... Ouais, Gilmore Girls ça a eu du mal, mais il y a aussi eu l'élément critique qui a été le changement de réalisateur et de scénariste. Ah. Donc à partir du moment où en saison 7, ce sont plus les mêmes personnes, ce sont plus les créateurs de la série qui étaient aux commandes, c'est là où la série s'est complètement essoufflée. Alors que là on retrouve les créateurs de la série originelle de Incorrigible Cory, donc c'est vraiment l'essence même
de la série. Et puis on le voit souvent en fait quand on regarde les crédits du monde de Riley. Il y a aussi cette continuité qui fait qu'au niveau de la direction des acteurs ou alors de la réalisation, c'est les personnages même de Incorrigible Cory qui jouent ce rôle dans le monde de Riley. C'est eux-mêmes qui sont dans le staff. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Je comprends pas. Et je veux dire que les acteurs qu'on voit, Oui. par exemple celui qui joue le meilleur ami de Cory, c'est un des réalisateurs d'épisodes du monde de Riley. Ah bon? Oui. Wow. Donc en fait, il joue dedans, mais à la fois, il réalise. Il participe finalement à l'évolution de la série, donc il y a une forme de continuité, légitimité, fidélité par rapport à l'esprit original. Waouh! C'est génial ça! Oui, c'est bien quand ça peut se passer. Ça se passe parfois sur certaines séries américaines. Et ça, on avait déjà eu l'occasion de le voir. De mémoire, par exemple, David Schwimmer, donc l'acteur de Ross, il avait réalisé certains des épisodes. Et là, donc le monde de Riley, déjà 3 saisons. Attends, 3 saisons, sauf que c'est chez Disney. Donc Oui. est-ce que ça va subir le schéma que tu m'as dit? C'est-à-dire que... Alors, il m'a dit un truc assez incroyable, je sais pas si c'est vrai. Tu m'as dit que Phineas et Ferb, même si ça marche super bien, ça ne peut pas durer plus de 3 ans, parce que chez Disney c'est comme ça, on fait 3 ans et après on passe à autre chose. Et pour Princesse Sophia, pareil. Voilà, Princesse Sophia, c'est super bien et tout ça, mais même si ça marche, eh ben, ça peut pas durer plus de 3 ans, parce que c'est comme ça chez Disney. Et bingo, on passe à Elena Davalor. Donc c'est très bien parce qu'il y a quand même un lien entre Princesse Sophia et Elena Davalor, mais ben... pourquoi ne pas continuer avec Sophia? Elle aurait pu grandir et puis on voit Sophia grande. Et pareil pour Phineas et Ferb. On peut continuer avec Perry l'ornithorynque, une série. Enfin je sais pas moi, mais continuer dans... Continuer. C'est vrai que chez les séries Disney, en fait, c'est plutôt une règle générale plutôt qu'une règle gravée dans le marbre. Mais quand on regarde les séries Disney, elles durent 3 ou 4 saisons. C'était pareil pour Les Sorciers de Waverly Place, c'était pareil pour Hannah Montana. Même si la série a énormément de succès, les personnages sont amenés à évoluer. Et il se crée un décalage entre la cible de la série telle que diffusée dans Disney Channel et l'âge des personnages. Et du coup, à un moment donné, il met fin à la série. Ouais, c'est un peu stupide quand même. Ouais, parce qu'on aime bien pouvoir suivre dans la continuité. C'est vrai que là, je me demande si le monde de Riley ira jusqu'à une saison 7. Moi, j'espère vraiment en fait que le monde de Riley ira jusqu'à une saison 7, par exemple, qu'on puisse voir Riley et Maya à l'université, les voir continuer d'évoluer, et puis voir même les découvrir se marier, comme c'était le cas pour Cory. J'aime beaucoup en fait cette idée de série qui nous suit aussi, nous, en tant que personnes qui évolueront dans la vie réelle. Ouais, bon, pas à nos âges, mais oui. Par exemple, Maya Shadstar qui regarde Riley en ce moment, elle va grandir, le personnage de Riley grandit avec, et puis voilà, c'est les âges réels, et tac 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 tac, ouais, ça c'est sympa. Moi je trouve ça super dans la partie feuilletonesque, donc c'est vraiment ce que j'aime avec le concept même de série. Et le concept même de série qui suit le quotidien. Et c'est pour ça que, pour répondre à ta question de tout à l'heure, il y a quelque chose qui me plaît dans le monde de Riley, c'est cette idée que ce sont des séries qui nous accompagnent tout au long de la vie, avec des thématiques qui évoluent, les personnages qui eux-mêmes évoluent, c'est vraiment chouette. Et du coup, on va continuer, on va tâcher de rejoindre la diffusion française actuelle qui est donc rendue déjà à l'époque du lycée. On va y arriver. En attendant, on espère que cette vidéo vous a plu et on vous dit bye bye. Je pense qu'on a quand même capturé l'essence de la série, c'est-à-dire les personnages, l'écriture, le fait de ressentir une forme d'harmonie avec justement les personnages et leur évolution. Je trouve que c'est vraiment ça. Et moi en fait, c'est surtout les premiers épisodes de la première série qui m'ont vraiment captivée. Je trouvais que justement en termes d'écriture, il y avait quelque chose de super fort. Ouais, je sais pas, quelque chose d'universel qui te parle même si t'as pas 12 ans, que t'en as plus. Que t'es pas forcément dans ce système-là. Moi, je ne suis plus à l'école, je ne vais plus à l'école. Et voilà, et j'ai plus les mêmes problématiques et tout ça.
Mais malgré tout, ça me parle, ouais. Tout ce qui est relations, tout ce qui est les gens changent les gens. Voilà, c'est ça, le secret de la vie. Le fait de chérir l'instant présent. Ouais, c'est vrai. Le fait de chérir les gens. Ouais, c'est vrai, il y avait un épisode comme ça. On se dit que le monde tourne autour de soi. Et voilà, on pense d'abord à soi. Et puis, pourquoi est-ce que les gens sont pas comme on veut et tout ça. Mais en fait, non. C'est à nous de tourner autour du soleil, de tourner autour des gens qu'on a envie de chérir tant qu'elles sont là. Ouais, c'était l'épisode 1 de la saison 2. C'est vrai. Donc finalement, l'écriture est quand même de qualité tout le long. Les épisodes 1 des saisons. Ouais, c'est vrai qu'après ils évoluent, hein, puisque là dans la saison 2, ils sont plus orientés sur leurs problématiques d'adolescents, sur comment je fais pour vivre avec mon sentiment amoureux au fond du cœur, comment je fais pour... qu'est-ce que c'est vraiment l'amitié? Est-ce que je prends toujours la défense de ma meilleure amie ou est-ce que des fois je laisse la réalité prendre le dessus? Ouais, c'est pas mal de questions adolescentes qui sont plus traitées. Et qu'est-il arrivé en Belgique en 1831? Ça sera forcément le dernier épisode de la saison 2 qui te décrira ça. Pourquoi? Mais parce que c'est un truc de scénariste. Je suis sûr qu'au dernier épisode de la saison 2, il abordera Belgique 1831. D'accord. C'est un running gag, en tant que scénariste, tu laisses des Sachant que ça traîne depuis la fin de la saison 1. 1. Qu'est-ce qu'il dit qu'ils vont pas le faire traîner jusqu'à la fin de... Et c'est marrant aussi parce que avec cette série, je me rends compte de l'ingratitude des adolescents envers les parents. Envers les adultes tout court. Non, en fait, c'est pas tellement avec Riley, c'est peut-être plus avec Cory. Parce que, en tant que garçon, il est vraiment là. Ouais, non, mais mes parents, je veux juste qu'ils me foutent la paix, et puis qu'ils soient là et qu'ils m'apportent à manger, et puis qu'après, moi, je puisse pouvoir jouer aux jeux vidéo, voir mes copains, et voilà. Et quand t'es grand, c'est horrible, quoi. Quand t'es jeune, ouais, peut-être que tu penses qu'à ça. Regarder tes animés, jouer aux jeux vidéo, et puis qu'on te foute la paix. C'est ça. Ou alors faire de la patinoire. T'es adolescent, jeune, bah effectivement tu penses à t'amuser. C'est ce que tu as envie de faire. Et puis au fur et à mesure, quand tu grandis, eh bien les choses évoluent. Ah mais en fait, non, il n'y a pas que Cory, parce que dans le monde de Riley aussi, il y a un épisode comme ça, justement, où elles ont dû travailler 45 minutes à la cantine, et après elles étaient mortes. Alors que Topanga, elle a son travail d'avocate, après il faut qu'elle s'occupe de préparer à manger, de Oggy, elle doit s'occuper de tout le monde en fait, et de tout. Voilà, sans se plaindre. Ah, c'était un bon épisode, ça faisait prendre conscience aussi des choses. On se retrouve soi-même projeté dans son comportement d'adolescent. Il n'y a plus qu'à chanter. 1, 2, 3. Vas-y. Je connais pas les paroles. Bah si. Je connais pas les paroles. T'es trop fan de cette musique. Je connais pas les paroles. Au moins le passage que tu préfères. Non, quand t'auras 100 000 abonnés sur la chaîne, je chanterai. Ça va peut-être venir plus vite que tu me le crois. On verra. Et tu devras chanter. À 100 000 abonnés. Voilà. Cette chanson qui s'appelle Take on the World de Sabrina Carpenter. Je sens que je vais le regretter.